Face à l'Afrique aujourd'hui, le candidat PASTEF de la zone ENOC. Madame, Monsieur, bonjour. Donc, vous êtes sur Africain et dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, nous avons aujourd'hui comme invité Monsieur Abdou Sonko, qui est le candidat de PASTEF dans la zone ENOC, c'est-à-dire la zone Europe et du nord de l'Est et du centre. Voilà, de l'Ouest et du centre. Et bonjour, Monsieur Sonko. Bonjour, Monsieur Karas. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes en pleine campagne électorale. Nous sommes en dernière ligne droite. Et aujourd'hui, donc, vous êtes sur notre plateau. Donc, nous allons vous interroger sur une partie sur la politique sénégalaise, la politique intérieure du Sénégal, mais également sur vos projets pour la diaspora. Alors, donc, ma première question, Monsieur Sonko, aujourd'hui, vers cette fin de campagne qui est très, très tendue au Sénégal, et donc les militants de PASTEF se font agresser. Vous avez une fois déclaré que vous, dans l'opposition, vous vous faites agresser, et aussi, une fois au pouvoir, vous vous faites encore agresser. Donc, pourquoi cela? D'abord, merci de nous avoir invités. Donc, voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, pourquoi cela? Moi, je pense que c'est très simple. Parce que PASTEF est un parti de paix. PASTEF est le seul parti qui, pendant 10 ans, a été régulièrement agressé par le régime au pouvoir. Il a résisté du mieux qu'il pouvait. Il a trouvé tous les moyens pour essayer, comme son objectif lui impose, d'accéder au pouvoir dans la paix. Et je pense qu'on y est arrivé. Grâce à l'intelligence du parti, de PASTEF, Ousmane Sonko, de Diomaye Faye. Et on y est arrivé avec beaucoup de difficultés, mais quand même, on y est arrivé. Très bien. Une fois qu'on est arrivé au pouvoir, en essayant de préserver la paix, 8 mois après, on va aux élections et on se retrouve encore à être agressé par les mêmes qui, au pouvoir, nous ont agressés pendant 30 ans. 2 semaines de campagne, on a résisté quand même. On n'a pas réagi. Mais à un moment donné, c'est devenu crescendo et il fallait dire stop. Et c'est à ce moment-là que, il y a 2 jours, Ousmane Sonko a sonné le glas en disant stop, parce que ça ne peut plus continuer. Sinon, il risque de passer quelque chose de très grave dans ce pays. Donc, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, je pense que, pour répondre à la question, c'est de l'irresponsabilité de certains hommes politiques et qui se croient dans une position d'impunité qui a fait que, voyant que le régime, quelque part, ne réagit pas, ils pensent que ça pourrait continuer. Et non, Ousmane Sonko a dit stop. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde pense que ça va s'arrêter définitivement. Donc, Voilà. je vous demanderai aussi de dire 2 mots sur vous-même, votre parcours pour nos téléspectateurs. De moi, oui, moi je m'appelle Abdou Sonko, je suis sénégalais, donc né au Sénégal, donc qui a vécu là-bas, qui a grandi, qui a fait ses études là-bas, et je suis arrivé en France pour faire des études, plutôt plus sur mes études. Donc j'ai fait une formation de statisticien, et je suis docteur en mathématiques. Et donc, je travaille à Lyon dans un organisme qui s'appelle l'Observatoire régional de la santé, qui fait de l'évaluation en santé publique, qui fait aussi de quelques diagnostics territoriaux en santé publique au profit de l'État et des collectivités territoriales. Voilà un peu mon parcours. Très bien. Donc, ça fait quasiment 6 à 7 mois que PASTEF est au pouvoir au Sénégal. Donc, c'est trop tôt de dire de tirer un bilan, mais quelle impression ça vous fait? Aujourd'hui, le pays est calme? Le Sénégal est calme, n'est plus sur la page des faits divers? C'est difficile de dire que le pays est calme parce qu'on est en pleine campagne électorale et la première question qui est posée, c'est sur justement la situation un peu d'agression que le parti subit. Donc on ne peut pas dire que le Sénégal était en calme aujourd'hui. Mais je pense que c'est juste une question de période électorale qui fait ça. Mais quand on regarde ce qui s'est passé il y a le 24 mars, 8 mois après, quand même, quand tu regardes comment les Sénégalais ressentent un peu la situation, il y avait une période beaucoup plus compliquée que ça quand même. Donc je pense que le Sénégal est aujourd'hui en paix. Je pense que c'est juste la situation électorale qui fait que certaines personnes veulent en profiter pour un peu organiser ou en tout cas saboter l'élection parce qu'ils savent qu'ils vont vers une défaite écrasante et donc éclatante plutôt. Et voilà. Mais
grosso modo, je pense que le Sénégal, tout le monde sait que maintenant le Sénégal est tourne une page. Et j'imagine bien qu'après les élections, tout va revenir dans l'ordre et que le Sénégal va dans les années meilleures. Voilà. Alors, donc, vous êtes candidat pour la zone Europe. Donc, et si vous êtes élu le dimanche prochain, donc, quelle serait la toute première mesure que vous ferez passer à l'Assemblée nationale pour le profit de la diaspora? Alors, on ne peut pas dire tout de suite qu'on va s'occuper de la diaspora pour les premières choses, parce qu'on est député du peuple. Tout le monde imagine bien que les premiers mois, les premières semaines, il va y avoir une activité parlementaire très intense, parce qu'on est dans une phase de rupture. Le Sénégal a été, disons, gouverné pendant 60 ans, avec beaucoup de difficultés, et beaucoup de choses qui se sont très mal passées, et nous avons promis une rupture par rapport à cette façon de gérer le pays. Donc rupture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de choses vont changer, pas simplement de manière sectorielle ou de manière d'une sous-population. Donc ça veut dire quoi? Les premières semaines, quand le gouvernement a été mis en place, je pense que ça va être le deuxième ou le troisième conseil des ministres, Ousmane Sonko disait lui-même qu'il y a sur la table plus de 80 projets de loi qui sont prêts à être votés par une nouvelle assemblée pour acter la rupture. Donc, pour moi, les premières mesures, ce ne seront pas des mesures sectorielles, ce seront des mesures pour changer le pays dans le sens de la rupture doucement. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, combien ça va durer, ça, on ne sait pas. Ça peut durer quelques semaines ou quelques mois. Une fois qu'on aura tourné cette page, à ce moment-là, on va se retourner justement vers les questions sectorielles de la diaspora, de quelques départements du Sénégal. Chaque député étant représentant d'une partie du territoire va vouloir mettre sur la table des choses qui le concernent. Et pour la diaspora, il y a plein de choses sur lesquelles on pourra y revenir. Mais pour moi, la première chose à faire, c'est justement toutes les choses qui concernent le Sénégal en général. Et après, on reviendra sur des questions plus c'est-à-dire les grandes réformes. Est-ce que vous avez une idée sur ces grandes réformes? Ça tourne autour, à mon avis, de la justice et de l'état de droit. Parce que les premières mesures qui ont été prises justement par le gouvernement, c'est de faire les assises de la justice. Parce qu'on sait bien que le pilier faible dans les anciens régimes, c'était la justice qui était mal en point. Et qui a fait tout ce qu'on a vécu aujourd'hui au Sénégal, c'est à cause du fait que la justice n'était pas libre. Il était sous le joug de l'exécutif. Tout le monde l'a constaté, tout le monde le dit. Donc c'est une séparation totale entre... même les juges ne disent pas qu'il n'y aura pas une séparation totale. Voilà, la justice et l'exécutif. Voilà, une forme d'indépendance de la justice. Bon, là, il n'y aura pas de mémorise de l'exécutif sur la justice. Donc les assises de la justice ont eu des conclusions très fortes, avec des changements radicaux qu'il faut mener. Et ça, qu'est-ce qui peut le faire? C'est l'Assemblée, parce qu'il faut voter des lois pour que ça se passe comme ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça qui va se passer prochainement. Voilà. Alors, donc, parlons maintenant un peu de la diaspora, parce qu'il y a énormément de besoins dans la diaspora. Donc, la diaspora que vous allez représenter à l'Assemblée nationale si vous êtes élu. Et donc, les Sénégalais, souvent, disaient qu'ils souffraient de beaucoup de maux, c'est-à-dire en l'occurrence, surtout les étudiants pour les logements, les vieux pour les retraites, et également, donc, surtout pour les gens, malheureusement, qui décèdent ici, pour le rapatriement de leur corps, et également l'immigration clandestine. Donc, vous aurez quand même du pain sur la planche. Oui, on aura du pain sur la planche, mais je pense que ça, on ne peut pas le détacher de ce qui se passe au Sénégal en général. Si on était dans une situation où l'État, en tout cas le Sénégal, avait les moyens, peut-être que ce que vivent le Sénégal dans la diaspora, peut-être il n'aurait pas vécu de cette manière, avec cette acuité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pastef lui-même a un projet global, qui englobe, parce que la diaspora ne peut pas être isolée comme ça du projet global. Le projet global du Sénégal, de Pastef, c'est quoi? C'est d'amener le Sénégal vers des lendemains un peu plus prospères, juste dans une Afrique en progrès. C'est ça c'est ça le slogan en progrès. Bon, un peu déformé, mais c'est ça. Donc, on a mis en place un projet qui a été, une fois élu, une fois arrivé au pouvoir, disons, transformé en agenda sur une période de 25 ans. Donc, pendant 25 ans, il faut mettre en place des choses qui font que les Sénégalais vont vivre sur des lendemains meilleurs. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la diaspora,
Ce qu'on a fait en premier, c'est d'essayer, bon, bien que on sait bien ce qui se passe dans la diaspora, ça fait longtemps qu'on est dans la diaspora. Mais le mieux, c'est que ceux qui vivent dans la diaspora eux-mêmes nous le disent par eux-mêmes, quoi. Voilà, donc on a fait ce qu'on appelle, bon, en Wolof, Djoko Aksa Kandila, aller à la rencontre des Sénégalais pour qu'ils puissent nous remonter des choses qu'ils vivent dans la diaspora. Et plein de choses nous reviennent, donc c'est ce que vous avez cité quelque part, tout ce qui concerne les retraites, tout ce qui concerne la sécurité sociale, tout ce qui concerne les étudiants et tout ça. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir déjà, nous en tant que députés, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Parce qu'il y a des choses qui relèvent de notre fonction, il y a des choses qui ne relèvent pas de notre fonction. Tout ce qui va relever de notre fonction, qui va être des lois à voter à l'Assemblée nationale, moi je pense qu'on aura toute capacité de mettre les choses sur la table, à l'hémicycle, qu'on puisse en discuter pour voter des lois. Mais tout ce qui relève de l'administration et du gouvernement, ce que nous pouvons faire, nous, c'est de remonter les questions, de remonter les revendications, entre guillemets, auprès des institutions. Notamment les cartes de séjour, les visas étudiants. Les visas et tout ça. Et puis comment faire pour accompagner justement les Sénégalais qui vivent dans la diaspora dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils vivent comme difficulté, pour que ceux qui sont en charge de régler ces questions puissent le faire. Voilà, l'administration, le ministre ou quelques directions générales, etc. Voilà, c'est ce que nous allons faire actuellement dans les prochains jours. Voilà, donc question au ministre, s'il s'agit des questions qui relèvent du gouvernement et de l'administration, ou propositions de loi, s'il s'agit des choses qui sont du domaine de la loi pour qu'on puisse les voter et les changer. Voilà. L'autre chose aussi qu'il peut faire, c'est de faire un plaidoyer auprès du gouvernement et de l'administration sur justement ces questions-là. Des questions, on prend l'exemple par exemple du rapatriement de corps. Ouais. Toutes les réunions, cette question elle revient tout le temps. Parce que c'est quelque chose qui est ancré et sur lequel les Sénégalais vivent difficilement. Certains donnent des exemples dans d'autres pays qui systématiquement prennent en charge le rapatriement encore de manière systématique. Parce qu'eux déjà, en amont, ils ont fait un travail justement pour que ça puisse se faire facilement. Pour qu'il y ait un budget. Voilà, un budget pour ça. Voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut que l'État puisse, disons, recenser toutes les expériences que les associations de la diaspora ont pu mettre en place pour justement prendre en charge ces situations. Voilà, moi je prends toujours l'exemple de Lyon, c'est peut-être le plus récent, hein, mais il y a beaucoup d'autres communautés qui le font. À Lyon, on a mis en place une caisse qui s'appelle une caisse de solidarité. C'est comme une assurance, mais ça n'est pas une assurance parce que nous ne sommes pas une banque ni une assurance. C'est le même système. Une famille, un couple, 2-3 enfants, 80 € par an, et toute la famille est prise en charge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a un malheur, un décès, c'est la caisse qui prend en charge le rapatriement avec 2 billets qui sont pris en charge pour l'accompagnement. Ça, c'est une expérience qu'on vit. C'est du concret que nous visons à Lyon depuis 4-5 ans. Et dans d'autres communautés, c'est pareil. La communauté Mandingue, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'ils le font. Chacun donne 20 € ou 5 € par mois. Donc, on a un matelas important sur lequel on peut s'appuyer. Ça, c'est des expériences que l'État doit prendre en charge pour essayer de les mutualiser, pour que cette question soit définitivement derrière nous. Après, maintenant, il faut qu'on l'organise pour que les Sénégalais puissent se retrouver, pas simplement dans des choses un peu disons, à côté ou de manière pas connue, mais que l'État puisse savoir comment mutualiser tout ça. De manière formelle, pour que chaque Sénégalais puisse se retrouver à un moment donné, sans pour autant qu'il fasse des kilomètres pour trouver ces choses-là. Voilà un peu l'idée. Maintenant, l'autre chose, c'est que pour que l'État puisse le faire de manière facile, il faut que l'État puisse compter les Sénégalais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien nous sommes aussi dans la diaspora. Aujourd'hui, en France, si tu poses la question combien de Sénégalais on est, personne ne peut le dire de manière précise, je veux dire. Oui. Voilà, les gens disent que, la dernière fois, il y a quelqu'un qui disait qu'on est entre 400 000 et 2 millions. Donc une amplitude qui est tellement grande que ça veut dire qu'on ne sait pas quoi en fait. Donc l'État doit d'abord faire ce genre de travail pour qu'on puisse évaluer, de telle sorte que si l'État doit prendre en charge sur le plan financier, qu'il puisse... Un recensement. Un recensement ou bien... voilà, un recensement. Et le recensement, ce n'est pas simplement compter comme ça. Le recensement, c'est une technique. Donc il faut que l'État utilise par exemple la NSD pour qu'on puisse recenser de manière exhaustive ou même précise les Sénégalais qui sont là, pas seulement en France, mais en Italie, aux États-Unis, etc. Une fois qu'on a eu des chiffres précis, on pourra évaluer de manière précise l'impact
qu'il va avoir sur la prise en charge que l'État va prendre pour aider les Sénégalais. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, ce sera toujours des choses un peu grossières et puis pas très précis et peut-être qui vont tomber dans des choses un peu compliquées à gérer. Voilà. Et donc, concernant aussi la permanence, parce que souvent, ça revient aussi qu'une fois le député élu en Europe, donc souvent, les Sénégalais, des fois, ont envie de le rencontrer, mais il n'a pas de permanence pour pouvoir le rencontrer. Alors, la question de la permanence, pour moi, c'est compliqué. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir une permanence physique, en fait. Une permanence, je pense qu'il y aura une permanence, mais elle sera peut-être virtuelle. Parce que c'est pas plus simple, avec tous les moyens qu'on a. Si on met une permanence, nous, on est députés, on va être, Inch'Allah, députés de l'ENOC. 11 pays, avec des territoires un peu, voilà, très éloignés, très larges. Si on met une permanence à Paris, par exemple, ben, celui qui est en Finlande, pour venir voir le député, il faut qu'il vienne jusqu'à Paris. C'est compliqué, ça. Si on peut Oui, mais le député, il peut se déplacer une fois voilà, par an. Ou, voilà, donc c'est pourquoi je dis que... voilà, oui, une fois tous les 3 mois ou 6 mois. Donc c'est pas une permanence. Des pays. Donc la solution, c'est pas la permanence. En fait, la permanence physique, c'est pas ça. Il faut trouver le moyen d'être accessible par tout le monde, là où ils sont. Donc aujourd'hui, on a des systèmes, des moyens électroniques, un site, un téléphone, un formulaire où les gens peuvent directement, disons, toucher le député sur n'importe quelle question. Voilà. Moi, je pense que ça, on y réfléchit. Moi, je pense que à chaque fois qu'on rencontre les gens, la première chose qu'ils nous disent que nous voulons que vous soyez accessibles. Et nous leur disons, on sera accessible. Après, c'est une promesse, hein, mais je pense qu'aujourd'hui... Est-ce que la promesse sera tenue? Oui. tous les six, nous avons dit que nous serons accessibles. Quand je dis 6, les 3 députés titulaires et 3 suppléants. On est tous les 6, à chaque fois, on répète avec la même voix, nous serons accessibles. Maintenant, on va trouver les moyens pour que ça soit une réalité. Ce ne sera pas forcément physiquement là, que les gens puissent nous voir donner la main, mais au moins avoir des outils pour que les gens puissent nous toucher de manière directe. Et je pense que c'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, le retour qu'on aura pour aller vers les gens, ça aussi, on va l'organiser. Parce que c'est vrai que virtuellement, des fois, pendant 5 ans, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. À un moment donné, il faudrait qu'on puisse rencontrer les gens, discuter avec eux, faire une espèce de bilan, ou en tout cas un rendu de tout ce qu'on a fait pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Jusqu'à la fin du mandat, on pourra dire que voilà ce qu'on a fait. Et puis je pense que les gens seront satisfaits à ce niveau-là. Est-ce que si vous êtes député avant la fin de votre mandat de 5 ans, est-ce que vous pouvez faire une sorte de diagnostic pour prioriser les besoins des Sénégalais, donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui, ça c'est... pour pouvoir répondre assez efficacement à ces demandes? Je pense que c'est tout à fait faisable, même avant la fin du mandat. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de choses qui intéressent les Sénégalais. Même aujourd'hui, même si ce n'est pas exhaustif, on est en capacité, en fonction de ce que les gens nous disent, comment les gens le disent, on peut déjà dire qu'est-ce qui est le plus important à peu près. C'est ce qu'on a noté tout à l'heure. Peut-être que c'est difficile de les noter dans l'ordre un peu absolu, mais grosso modo, c'est ça. Donc ça, c'est sur lequel on va s'appuyer. Mais après, une fois que les choses avancent, il y a des choses qui vont revenir. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver aussi. Voilà. Donc du moment que on peut le faire aujourd'hui, mais on peut le faire facilement à la fin. À la fin, on saura quelles sont les questions qu'on a pris en charge au niveau de l'hémicycle, mais aussi auprès des ministres et du Premier ministre. Quelles sont les réponses qu'on a eues? Quelles sont celles qui ont été résolues? Quelles sont celles qui ont été résolues partiellement? Ce travail-là, une fois qu'on aura fait, on pourra, entre guillemets, classer et voir là où on a péché, là où on a fait mieux, là où on a très bien fait. Et puis les Sénégalais vont juger. Ça va être quelque chose, une base pour la suite, à mon sens. Eh bien, vous-même, vous êtes hyper diplômé parce que vous êtes docteur, vous l'avez rappelé. Il y a des Sénégalais ici aussi qui sont très bien formés et hyper diplômés également et qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'ils puissent contribuer au développement de leur pays pour préparer leur retour, oui. Par exemple. Et qu'est-ce que vous proposez à ces Sénégalais-là de la diaspora? Alors, je pense que le projet a investi beaucoup sur la diaspora. Je rappelle le projet, il est décliné en pôles, en 8 pôles. Des pôles qui sont construits sur la base
disons, des potentialités du territoire. Il y en a 8 répartis. Voilà, il y a Thiès, il y a Dakar, il y a Louga, Diourbel, il y a le sud, etc. Et dans chaque pôle, il est prévu, en fonction du potentiel du territoire sur le plan des ressources, que ce soit des ressources du sous-sol ou que ce soit des ressources humaines, de mettre en place des industries qui collent avec les ressources du pôle. Mais la diaspora, son potentiel, c'est justement son capital humain, ses ingénieurs, ses diplômés, ses techniciens, ses modou-modou, qui contribuent chaque année, chaque jour même, je veux dire, au Sénégal, au développement du Sénégal. Donc l'idée, c'est de faire comment capitaliser tout ça pour que ça soit encore plus intéressant, encore plus bénéfique aux populations. Voilà le projet en fait. Donc moi, c'est ce que je théorise en disant que la diaspora, vraiment, c'est le 9e pôle, mais c'est un pôle où il n'y a pas de territoire, disons, identifié, mais ces ressources, ce sont ces ressources humaines qui sont un peu diffus dans les 8 pôles qui existent. Maintenant, comment faire pour repérer ces ressources humaines? Ça, c'est le travail que doit faire l'administration, en tout cas le gouvernement, en s'appuyant aussi sur les consulats. Il y a un travail à faire à ce niveau-là pour identifier justement ces ingénieurs, ces ressources, pour qu'on puisse les utiliser au Sénégal. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il n'est pas préférable aussi d'installer un bureau comme oui, un guichet unique. D'autres pays, par exemple le Congo, si. Brazzaville, a installé ici en France un bureau. C'est prévu. Pour détecter ses talents. Oui, je pense que, je ne sais pas où, comment, je n'ai pas encore localisé comment ça va se faire, mais c'est le guichet unique qu'on va essayer de faire, où les gens peuvent s'identifier, vont déposer leur CV. Voilà. Là, déjà, quand on a commencé à essayer de recenser les personnes pour qu'on puisse être doter les DG, les directions générales de nouveaux directeurs, beaucoup de personnes ont pu déposer leur CV, montrer leur capacité et tout ça, mais ça n'a pas été fait de manière uniforme. On a dit qu'on va mettre en place un outil, justement, qui va centraliser tout ça, avec des situations où on peut dispatcher en fonction des administrations concernées, pour qu'on puisse faire un travail déjà de tri systématique, et puis qu'on puisse classer, qu'on puisse regarder aussi, voir de manière exhaustive vraiment le potentiel qu'il y a dans la diaspora. Ça va être mis en place, c'est en cours. Donc M. Alussal, qui est le ministre de la Communication chargé du numérique, je pense qu'il y a un travail très important qu'il a mis en avant, qui va se faire prochainement. Donc ça, c'est les outils qu'on va utiliser pour identifier les ressources qui sont dans la diaspora. Et il y en a énormément dans la diaspora. Maintenant, une fois que ça est fait, ça va être plus facile que chaque pôle puisse identifier les personnes qui sont en capacité de travailler dans ces industries ou dans des administrations qui vont être bénéfiques à ces pôles-là, et que ça va être bénéfique pour tout le monde. Sachant que chaque pôle, même si c'est des pôles différenciés avec des ressources différentes, les ressources, les bénéfices qui vont sortir de chaque pôle vont bénéficier à tous les Sénégalais. Voilà, donc c'est une espèce de mutualisation des ressources, bien que ça soit identifié dans des pôles différents. Voilà. Alors, donc vous avez évoqué ici les 8 pôles dans le projet. Donc, c'est quoi la place de l'agriculture dans ces pôles-là? Parce que le Sénégal, tous les gouvernants qui se sont succédés à la tête du Sénégal avaient comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, ce n'est toujours pas le cas. Oui. C'était Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall et maintenant Diomaye. Et donc, on n'est toujours pas autosuffisant. Donc, c'est quoi la place de l'agriculture? Ouais, je pense que l'agriculture, quand même, je pense qu'elle est présente dans presque tous les pôles. Hein. Alors, je n'ai pas identifié le pôle qui va peut-être être plus en avant pour pouvoir assurer dans quelques années cette autosuffisance alimentaire. Je pense que ça va être le Nord. Donc là, c'est là qu'il faut, vous savez, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle l'autoroute de l'eau. Ça veut dire acheminer l'eau dans les terres où on pourrait cultiver de telle sorte qu'on puisse assurer cette autosuffisance en riz ou en céréales à tous les Sénégalais. Voilà. Donc, quand tu prends le sud, par exemple, le potentiel, c'est le potentiel forestier et le potentiel en arbres fruitiers. Donc, ça veut dire qu'on va mettre en place des industries dans ces pôles-là,
de transformation de produits fruitiers pour qu'on puisse, tous les Sénégalais, dans les 7 autres pôles, puissent aussi en bénéficier. Voilà. Donc l'agriculture, pour moi, dans tous les pôles, c'est une activité très importante sur laquelle il faut s'appuyer. Il y en a un peut-être qui est je pense que c'est le Nord, qui va au niveau du riz être beaucoup plus en capacité de fournir tout le Sénégal en riz pour que peut-être qu'on ne soit pas obligé chaque fois d'importer du riz du Pakistan ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, mais par contre là, ça va être inscrit dans le temps. Parce que quand tu regardes bien le programme, l'agenda, c'est sur 25 ans. Oui. Mais il y a une étape sur 5 ans, la période quinquennale, bon, 5 ans, un mandat. Ensuite, il y a le master plan sur 10 ans pour améliorer ce qu'on a fait, peut-être ou mal fait, ou en tout cas pas encore entamé sur le premier mandat. Et puis Horizon 25 pour finaliser, que la prospérité soit beaucoup plus visible au bout de 25 ans. Donc ça, c'est un plan qui va être mis en place. Mais nous, on alerte toujours en disant qu'on ne peut pas en 6 mois rendre tout ça visible. Donc, oui, il y a beaucoup de communication à faire autour de ça pour que les gens sachent que les choses vont se passer progressivement. Il y a de l'espoir parce que ce qu'on a fait pendant les 2 premiers mois, avec les questions un peu compliquées que nous a laissé l'ancien régime, qu'on a pu quand même résoudre en l'espace de quelques mois, une fois qu'on l'a fait, il faut espérer que en 25 ans, on pourra faire un coup 10 fois plus ou 15 fois plus, quoi. Mais donc le gouvernement Sonko avec Diomaye comme président donc a bénéficié quand même de la manne pétrolière parce que ont commencé à exploiter le pétrole, oui, pour le Sénégal, donc oui, ils ont quand même les moyens de leur politique. Mais il n'y a pas que ça, parce que Macky Sall, même s'il avait je ne sais pas s'il faut le citer ou pas, oui, s'il avait la manne du pétrole, je sais, parce que tu peux avoir la manne, mais si tu ne mets pas un dispositif justement pour le transformer de manière bénéfique pour le pays, mais ça va être pareil. Les gens vont être là, il y aura la corruption présente, les gens vont avoir des contrats qui sont toujours en défaveur du Sénégal. C'est vrai qu'on va bénéficier quelque part, ça vient à point nommé, mais pour que ça marche, il faut qu'on puisse gouverner de la meilleure des façons le pays. La façon vertueuse. Vertueuse, voilà, avec une justice qui joue son rôle, avec une corruption qu'on va essayer d'endiguer pour que ça puisse se faire au bénéfice du Sénégal. Donc c'est vrai, on va bénéficier de la manne, mais le mode de gestion va faire que ce sera encore plus profitable au pays parce qu'il y aura moins de corrompus, personne ne pourra échapper à la justice et donc les gens, il y aura la peur de la sanction. Donc, ce qui fait que celui qui était en capacité de voler, ou en tout cas de faire des choses, de faire de la malversation sous le régime ancien, ne pourra pas le faire aujourd'hui parce qu'il sait qu'il y a une sanction qui va tomber derrière et ça va être une lourde sanction. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage un peu. Mais ce n'est pas parce que simplement qu'il y a du pétrole. Mais si Macky avait du pétrole et qu'il le gère de la même manière aujourd'hui, le Sénégal ne va pas s'y retrouver. Oui. Alors, donc, dimanche, il y aura donc les élections. Et je sais que votre objectif, c'est d'avoir la majorité absolue. Est-ce que vous croyez que cet objectif est atteignable? Oui, je pense que je touche bas, mais je pense que c'est largement atteignable. C'est pas comme ça. C'est parce qu'en fait, il y a des éléments objectifs qui montrent que c'est largement atteignable. La première chose, c'est que c'est un régime qui vient d'arriver. Il n'y a que 8 mois. Le régime est arrivé de façon historique, parce que c'est la première fois en Afrique qu'un régime, qu'une opposition arrive au pouvoir au premier tour avec 54%. Ça, c'est nouveau. Ça veut dire qu'il y a une confiance que la population a vis-à-vis de ce régime. Donc aujourd'hui, je ne vois rien pendant 8 mois qui s'est passé pour inverser cette tendance. Ça, c'est le premier élément. Donc forcément, les Sénégalais vont confirmer. Le deuxième élément, c'est l'attitude de l'opposition, qui n'est pas une attitude dans une construction, qui n'est pas une attitude dans une responsabilité. Parce que la première chose que l'opposition fait, l'opposition irresponsable, c'est de dire que nous allons faire tomber le régime. Nous allons bloquer le pays. C'est les mots qu'ils ont utilisés. Donc ça, les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter qu'on bloque un pays, d'autant plus qu'il y a 8 mois, ils ont fait confiance à un régime qui arrive.
Donc tout ça fait que ça va aller dans le sens de conforter, disons, le pouvoir, parce qu'il faut qu'on leur donne les moyens d'y arriver. Donc je pense que tout le monde le dit, mais bon, on est là à être un peu plus mesuré, mais je pense qu'on va largement gagner le 17, parce que justement la situation l'exige et qu'ils nous l'ont facilité, le régime, l'opposition, parce qu'ils ne sont pas dans une situation responsable. Quand on regarde ce qui se passe, c'est la première question qu'on a posée par rapport à la situation la violence, la violence qui s'est invitée dans la campagne. Ah, c'est pas responsable d'être dans cette situation. Il faut être patient, il faut avoir confiance, il faut retravailler dans son coin pour essayer dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, reconquérir un peu la confiance des Sénégalais. Mais ce n'est pas en essayant de saboter pour... Mais vous avez évoqué ici que ce sont les mêmes, c'est-à-dire que, donc ça veut dire l'APR, mais apparemment, c'est les éléments de Barthélémy Diaz qui étaient votre allié avant. Donc, oui. Ou bien vous pensez qu'eux, ils sont manipulés aussi par l'APR ou manipulés ou pas, c'est pareil. Ce n'est pas une attitude responsable. Alors, parce que c'est simple, quand on dit que c'est manipulé, ils vont se réfugier dans ça pour dire que voilà, c'est pas eux. Qu'ils soient manipulés ou pas, c'est le même résultat. Ils sont dans des actes qui sont irresponsables. C'est vrai qu'on aurait pu comprendre que ça vienne de l'APR, parce que c'est eux qui sont les plus en difficulté, parce qu'ils ont été largement battus. Ils ont été même, voilà, humiliés quelque part, entre guillemets. Mais ce sont nos alliés, nos anciens alliés, comme vous le dites, qui font pire que ce que l'APR aurait pu faire. Et ça, c'est encore plus grave. Donc, encore une fois, qu'ils soient manipulés ou pas, c'est la même chose. Ils sont irresponsables, ils sont dans une situation un peu difficile, qui retournent à faire un travail inconséquent pour reconquérir le travail la confiance des Sénégalais. Et c'est pas impossible. Peut-être dans quelques années, mais ce n'est pas aujourd'hui impossible. Mais il faut être responsable dans ses actes, il faut être en capacité de comprendre les Sénégalais, d'écouter les Sénégalais, d'entendre ce qu'ils disent pour qu'on puisse accepter d'aller de l'avant. Voilà. Moi, je pense que c'est ce que je pense de la situation de l'opposition. Et donc, Ousmane Sonko a pu attirer quelques personnes comme des Kefal, donc qui était votre allié, qui est parti et qui est revenu. Est-ce qu'ils ont pleinement leur place aux côtés de Pastef? Bien sûr, ils ont pleinement leur place. Je pense qu'il y a eu un égarement quelque part, entre guillemets, peut-être une incompréhension quelque part qui est fait que, parce que n'était pas tout le monde dit, même tout le monde le dit, sa place n'était pas de l'autre côté en fait. Parce qu'on a cheminé ensemble. Il a fait un travail extraordinaire dans la coalition Yewwi Askan Wi. Il avait une posture vraiment de choix. Voilà. Mais à un moment donné, peut-être que il y a des choses peut-être que voilà qui se sont un peu mal passées, pas mal passées de manière voilà, mais un peu des incompréhensions qui fait que il attendait. Est-ce que c'est pas sa candidature non. qui non, je pense l'a pas. fait éloigner, non? Sinon, si c'était ça, je pense que Ousmane Sonko ne l'aurait pas disons, reçu. Non, reçu. Il a pas rappelé. C'est lui qui a fait la démarche. Il n'aurait pas reçu, discuté. Ils ont dit pendant 2 heures pour s'expliquer, pour se comprendre et après retrouver sa place quelque part. Donc je pense qu'il il retrouve sa place et je pense que voilà l'avenir va confirmer que sa place c'était pas de l'autre côté quoi, c'est avec nous et je pense qu'il a bien fait. Et les autres, est-ce qu'il peut aussi solliciter les autres, Khalifa Sall en l'occurrence, pour pouvoir reformer la grande famille? Alors, on peut dire à l'impossible, il n'est tenu. Mais, alors, pour Khalifa Sall, je ne sais pas. Ah ouais. Non, parce qu'en fait, tu sais, parce que Khalifa Sall n'est pas très loin, en tout cas aujourd'hui, de Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz, Pastef, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, c'est compliqué. Hein? Oui. Voilà. D'autres personnes, je peux. Mais Tahaou en général, se retrouver avec Pastef, ça va être très, très, très compliqué dans peut-être quelques années, mais peut-être pas tout de suite. À mon sens, c'est un avis personnel. Je n'ai pas la parole d'Ousmane Sonko ni de Pastef aujourd'hui. Je dis en tant qu'acteur politique, j'analyse la situation. Mais retrouver autour de Barthélémy Diaz et de Khalifa Sall, pour moi, ça va être très, très complexe.
Très bien, donc on m'a signalé, la régie me signale que nous arrivons bientôt au terme de l'émission. Donc comme nous le faisons d'habitude, nous allons vous laisser quartier libre face à la caméra pour pouvoir vous adresser directement aux Sénégalais, les yeux dans les yeux. Merci, monsieur. Alors les Sénégalais, les yeux dans les yeux. Donc on est sorti d'une phase très compliquée il y a quelques mois. Un parti politique qui s'appelle PASTEF qui a été agressé pendant 10 ans, mais bon an mal an, qui a pu faire arriver au pouvoir dans la paix. Une fois qu'on a fait ça, Ousmane Sonko, Premier ministre de Bassirou Diomaye Faye, est en train de gouverner le pays et que Diomaye Faye est en train de présider, et qu'il manque un troisième maillon qui est l'Assemblée nationale pour acter la rupture que nous avons vendue aux Sénégalais. Et pour ça, le 17 mars, les élections vont se passer au Sénégal et dans la diaspora pour élire une nouvelle Assemblée nationale. Et pour élire cette Assemblée nationale, nous avons besoin d'une majorité qualifiée, donc au moins 99 députés, pour mettre en place tous les outils qui vont permettre de gouverner correctement le pays, mais aussi de poursuivre ceux qui ont fait des malversations depuis il y a quelques mois. Donc c'est pourquoi je vous appelle à voter, en tout cas au niveau de l'ENOC, la liste de PASTEF, au Sénégal, la liste de PASTEF, et dans la diaspora, la liste de PASTEF qui est, disons, dirigée par Ousmane Sonko. Voilà l'appel que je lance aux Sénégalais en espérant que le 17, on sortira gagnant, largement gagnant. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Donc, nous arrivons donc au terme de cette émission Face à l'Afrique sur Africain. Je remercie les téléspectateurs de nous avoir suivis et je remercie Dr Abdou Sonko d'être venu sur le plateau de Afrique 1. Et donc, nous vous donnons rendez-vous à lundi ou mardi pour venir débriefer pour les résultats de cette élection. Merci. Je vous remercie et je vous retrouve sur Afrique 1. À très bientôt.